Ouais, je vois que ça nous rejoint petit à petit. Bon, bah, parfait. Parfait, Mmh. parfait. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ouais, ouais, un certain nombre, ouais, assez important de personnes qui m'ont envoyé déjà des questions par mail. Donc du coup, j'enrichirai la discussion OK. avec ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger et de répondre aux interrogations que vous pouvez avoir sur, bah, ce qu'on appelle désormais la sous-location professionnelle. C'est pas de faire l'article, de reprendre l'article que j'ai publié sur Eldorado Immobilier. Vous pouvez consulter sur eldoradoimmobilier.com sous location professionnelle Airbnb. Donc là, l'idée, c'est de répondre vraiment à vos interrogations. Et bon, voilà, c'est pas faire l'article d'être tel ou tel produit. Bah, c'est vraiment de pouvoir lever les craintes que vous pouvez avoir ou vous conforter dans les doutes que vous pouvez avoir, parce qu'il n'y a pas de système parfait. Il y a une optimisation à trouver. La perfection, le système parfait, le système idéal, bah, c'est un peu trop beau pour être vrai. Et quand c'est trop beau pour être vrai, bah, c'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans chaque système, que ce soit en location courte durée traditionnelle, en location à l'année ou en sous-location professionnelle. Et après, bah, c'est à chacun de voir quel est le système le plus adapté bah, à sa situation du moment, à ses objectifs et à ce qu'il souhaite faire. Donc parce que du coup, on en arrive aux premières interrogations qui sont, je pense que c'est pas mal de rentrer par là, c'est de rentrer par le volet rentabilité, intérêt économique qu'il y a derrière la sous-location. Quel est son intérêt par rapport à tout autre système, qu'elle soit location meublée professionnelle ou non professionnelle, ou même location nue via une société, une SCI, une holding. Ça me paraît vraiment intéressant de rentrer par ce biais bah, chiffré et technique, parce que bah, finalement, c'est ça que tout le monde recherche. On peut parler de système un peu dans le vent, les avantages et inconvénients. Après, voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau chiffre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que moi, je suis persuadé, voilà, de toutes les études de rentabilité que j'ai faites, que vraiment le top du top, c'est la location meublée classique en nom propre, voire via une société. Pourquoi? Ben, parce que simplement, ben, vous possédez le bien. Donc, quand vous allez amortir le bien, vous allez réduire vos charges d'un côté, et puis ben, non seulement vous engrangez des loyers, mais en plus, vous engrangez ben, la valeur du bien, et à la fin ben, de la période d'amortissement, en fonction de comment vous l'avez calculé, de votre capacité à remboursement, mais au bout de 10 ans, 15 ans, non seulement ben, vous allez accumuler le cash flow habituel, mais en plus, vous avez un bien immobilier qui a été payé, qui vous a rien coûté et que vous pouvez revendre. Là, la sous-location professionnelle, ça s'adresse à vous quand ce système idéal peut pas s'appliquer ou peut plus s'appliquer. Parce qu'on arrive tous à un moment donné à avoir une saturation de capacité d'emprunt. En plus, les banques sont plus dans une logique d'ouvrir les vannes à tout va. Maintenant, il y a, il y a des freins qui sont mis à l'emprunt. Euh, il y a aussi l'aspect, on va dire, psychologique et prise de risque. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un bien immobilier, bah, vous avez vraiment intérêt à ne pas vous tromper. Parce que si vous vous trompez, bah, vous le traînez pendant quelques années, le temps bah, de pouvoir le revendre, disons au même prix. Hein, je ne vais pas tabler sur une plus-value, mais disons que vous revendez, vous achetez un bien immobilier, vous vous rendez compte que bah, il n'est pas aussi rentable ou il n'est pas aussi bien situé que ce que vous pensiez initialement. Vous voulez le revendre, il faut quand même attendre en général 3 à 5 ans que vous puissiez amortir les frais de notaire et les frais annexes que vous avez eu pour le meubler, pour l'aménager. Et donc, du coup, ça vous bloque pendant un certain temps. Avec l'avantage de la sous-location professionnelle, du coup, les deux gros avantages principaux, c'est premièrement, vous n'avez pas à passer par la banque pour acheter un bien immobilier parce que bah, forcément, il n'y a rien à acheter, vous sous-louez. Et deuxièmement, vous ne prenez pas de risque parce que vous passez un contrat pour sous-louer. Si derrière ça ne fonctionne pas, et ben vous arrivez à la fin du contrat, vous résiliez, vous passez à autre chose et on n'en parle plus. Donc voilà les avantages de la sous-location professionnelle et ça permet de démultiplier. Alors, en fait, ça permet soit de se lancer, quand vous n'avez pas de capacité d'emprunt, vous pouvez vous lancer, soit ça vous permet de développer votre parc immobilier de manière exponentielle.
il y a des propriétaires en sous-location professionnelle qui possèdent 100, 500, 1000 biens, qui ont des véritables conciergeries qui gèrent à 100%. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir ces contrats-là vous permet de vous affranchir d'une capacité d'emprunt qui est à côté. Voilà. Donc ça c'est sur le principe. Et après, au niveau des chiffres. Donc là, il y a Anthony qui m'a envoyé un exemple, donc je vais reprendre. Lui, il part d'un bien qui, donc visiblement, c'est un exemple qu'il a en tête, qu'il a déjà bien étudié. Juste une chose, par défaut, les micros sont coupés. Donc, si vous intervenez pas, coupez votre micro. Là, je vois, il y a Galaxy A40. Si vous pouvez couper votre micro, parce que sinon, on entend les bruits parasites. Donc, après, si vous voulez intervenir, simplement, vous découpez le micro. Là, il y a une petite icône en bas à gauche, et du coup, vous intervenez. Et ça évite d'avoir des bruits annexes. Donc, l'exemple qu'Anthony nous a transmis, donc je loue un bien, 17 000 € par an, enfin j'imagine que c'est par an, en saisonnier. Donc il considère qu'il a 2 000 € de frais, ménage, électricité, l'eau, charges de copropriété, etc. Il reste 15 000. Sur ces 15 000, pour lui, ce qu'il a regardé, c'est qu'il avait un loyer à verser de 6 000 €. Donc il lui reste de 9 000 €, pardon. Donc il lui reste 6 000 € de revenus. Ce qui, pour moi, n'est pas idéal. L'objectif à se fixer, c'est de gagner 1 000 € de bénéfices nets par mois avec un système de sous-location professionnelle. Alors, bien sûr, il y a des cas où vous allez gagner plus, des cas où vous allez gagner moins, mais voilà, l'objectif à fixer, ce serait ça. Donc, ça me paraît un peu faible. Enfin, bon, c'est déjà pas mal, donc on va partir sur ce principe-là. Et sa question, c'est quelle va être l'imposition et à l'URSSAF, que va-t-il me rester? Donc là, la logique, elle est complètement différente d'une location meublée classique. Une location meublée classique, telle qu'on l'entend habituellement. Donc pareil pour Fabien, Galaxy S10, votre micro, ça serait super, parce que quelques ménages à côté. Donc concrètement, là, vous êtes dans une logique de société. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Voilà. Je pense que ça va être mieux. Donc, concrètement, on est dans une logique de société. On n'est pas dans une logique de posséder en nom propre. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être imposé au régime d'une société. Donc, c'est en fait les mêmes intérêts et les mêmes inconvénients que vous avez avec le système de passer par un investissement en SCI, voire en holding. Vous créez une bulle fiscale. Donc, il y a deux impositions différentes. La première imposition, c'est les bénéfices que vous allez générer avec votre structure. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les amortissements, les réductions de charges, l'effet d'entraînement de toujours louer plus, de meubler, de remettre à niveau, etc., pour avoir une imposition qui soit à zéro ou la plus faible possible. Et à partir du moment où vous avez une imposition, vous avez des seuils, 15% au début et après 30%. Donc voilà ce qu'il y a à payer, c'est l'impôt sur les sociétés, 15-30%. Voilà complètement ce que c'est. Après, il y a une deuxième lame de fond, c'est quand vous envisagez de vous verser un revenu, que ce soit en dividende ou un salaire avec ça. Et là, d'un côté, vous avez les bénéfices de la couverture sociale et chômage qui va avec, et donc vous devez payer les charges sociales classiques qui passent en parallèle. C'est exactement les mêmes principes, avantages et inconvénients financiers qu'il y a avec le fait de passer par une société. Vous avez tout ce qui est couverture sociale qui va avec, donc ça peut être super intéressant quand vous êtes indépendant. Si vous êtes salarié, et du coup, ça vous crée une bulle fiscale que vous conservez, vous mettez cet argent au sein de la société et vous l'utilisez uniquement à bon escient pour éviter d'avoir à payer une imposition que vous n'auriez pas à payer en vous versant des revenus. Donc voilà le principe qui est différent de posséder en direct et de régler en direct, où là, c'est l'imposition sur le revenu qui va avec. Ensuite, deuxième question qui a été posée plusieurs fois, donc je crois que c'était par Sabine, Jacques, Dany et Yannick.
c'est pourquoi un propriétaire aurait envie de me donner un bien à gérer en sous-location alors qu'il peut lui-même sous-louer sur Airbnb ou sur toute autre plateforme. Mais la logique, elle est similaire à tous les gens qui donnent des biens, qui investissent et qui donnent des biens à gérer à des conciergeries ou carrément à des cabinets immobiliers. Quand j'ai commencé à investir, j'ai été effaré de voir ce que prend une agence de location pour vous louer votre appart à l'année, et puis le système de conciergerie qui s'est développé après est similaire. Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, d'un côté, ils louent votre bien moins cher que le prix du marché. Donc, du coup, aucun souci pour louer le bien. Ils ne se posent pas de questions, ils ne s'embêtent pas. Et en parallèle, ils vous prennent des frais de gestion. Classiquement, c'est 15-20%. Et donc, du coup, vous y perdez sur les deux tableaux. Quand vous êtes propriétaire bailleur qui vous donnez en gestion, vous perdez facilement 30, voire 40% de rentabilité par rapport à ce que vous faisiez en direct. Parce qu'en plus, quand vous confiez votre bien en gestion, ce n'est pas vous qui contrôlez les entreprises qui passent. Et donc, du coup, un gros cabinet de gestion de sous-location, de conciergerie, eux, ils vont avoir leurs amis, entre guillemets, qui sont des artisans, et donc ils vont les faire travailler, pas forcément au prix le plus intéressant pour vous. Donc la rentabilité d'un propriétaire qui donne son bien à gérer, qu'elle soit en location nue à l'année, en location meublée à l'année, en location courte durée, il y a une conciergerie, elle est très fortement dégradée. Alors pourquoi ces gens-là, ils donnent leur bien en gestion? Parce que ils ont envie d'avoir des revenus passifs, ils n'ont pas envie d'être dérangés à toute heure de la journée, toute heure de la nuit, après minuit, par un locataire qui est embêté. Ils ont envie de continuer à investir. Après, chacun son truc. Si votre passion, c'est de gérer la relation avec les locataires, d'avoir une gestion dynamique, eh ben, ouais, vous êtes fait pour la location courte durée. Mais il y a des gens qui préfèrent 1000 fois rechercher des biens immobiliers, continuer à investir, parce que il y a une question d'intérêt personnel et puis après une question de paraître. Il ne faut pas se mentir non plus. Quand vous êtes en société, tout le monde essaye de se comparer en disant moi j'ai tant d'appart, j'ai 10 apparts, 20 apparts, j'ai 20 portes d'entrée, j'ai tant de surface de mètres carrés. Il y a la semaine dernière, début de semaine dernière, j'ai échangé avec des entrepreneurs en Corse. Voilà, ils discutent que de ça. Ils discutent, ils se comparent en surface de plancher. Moi, j'ai 20 000 mètres de surface de plancher. Moi, j'ai 40 000 mètres. Moi, j'ai 200 000 mètres. Et regardez, monsieur Roca, en fait, qui est le grand patron, entre guillemets, de la Corse en général, mais en particulier de l'immobilier commercial, il a 2 millions de mètres carrés qu'il possède. Et c'est comme ça que les gens se comparent. Et donc derrière, ils veulent faire grossir leur patrimoine et ils ne veulent pas forcément s'occuper de la gestion derrière. L'important, c'est de faire des placements et la rentabilité, ils ne cherchent pas à l'optimiser non plus. Il y a des logiques différentes. Donc c'est comme ça que vous vous intercalez dans ce monde de la gestion déléguée d'appartements, de maisons. Et vu que vous êtes un peu éthique, en plus, vous proposez des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que ce que propose une location classique, une conciergerie classique. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut paraître déstabilisant pour vous qui avez une démarche proactive de développer votre patrimoine, d'avoir une attitude dynamique par rapport à la gestion de votre patrimoine, mais il y a énormément de gens, la majorité des gens, qui, eux, ils veulent juste pas être embêtés. Et quand on voit à longueur de journée qu'il y a des maisons, des appartements qui sont squattés, qu'on n'arrive pas à déloger les gens, qu'il y a des propriétaires qui ont des loyers impayés, qu'on ne peut pas faire grand-chose auprès des locataires, que ça prendrait beaucoup de temps, que des appartements sont dégradés, qu'il y a des fêtes dans les locations Airbnb. Tout ça, les gens, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Donc du coup, le fait de vous confier la gestion à vous, ça va leur permettre d'avoir un revenu qui est assuré. C'est aussi ça le gros intérêt, c'est que quand vous passez un bail pour sous-louer, c'est que vous garantissez un revenu au propriétaire. Donc, au lieu que lui, il s'embête à aller chercher un locataire qui peut-être a falsifié ses fiches de paye, qui peut-être ne va pas payer, etc., vous êtes affiché comme un professionnel de la sous-location, vous garantissez un loyer, vous êtes transparent sur ça, et donc, du coup, ça donne beaucoup confiance. Alors, j'ai vu
des retours là, je ne donnerai pas de nom, mais de certains d'entre vous qui m'ont posé des questions et qui me disent bah oui, j'ai été formé sur la location, sur la sous-location et ça marche pas, personne ne veut sous-louer avec moi, ça marche pas. Du coup, bah, j'ai essayé de creuser un peu le pourquoi du comment. Bah, voilà, en fait, pour être transparent, ce qui est vendu par ailleurs dans plusieurs endroits, c'est ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des emails types à envoyer aux propriétaires pour essayer de les solliciter pour de la sous-location. Qu'est-ce que ça donne cet email type? C'est salut, je m'appelle Pierre, je fais de la sous-location sur Airbnb. Vous avez un bien, vous le louez pas très bien, je vous propose de le louer pour vous. Vous allez voir, c'est génial et en plus c'est légal. Ça donne un petit lien vers une vidéo enregistrée avec un avocat qui explique que la sous-location, c'est super légal. Bon, l'avocat, quand on fait une petite recherche, on trouve qu'il intervient sur pas mal de sites de vendeurs de rêves, entre guillemets, et donc du coup, la crédibilité est un petit peu entachée. Et donc, la démarche, elle est complètement fausse. Elle ressemble, à s'y méprendre, aux emails spam que vous recevez à longueur de semaine, qui vous disent devenez riche en une demi-heure, vous cliquez sur mon lien, vous prenez ma formation et dans 3 mois, vous avez des revenus passifs et vous n'avez rien à faire. Ça ressemble à ça. Donc, c'est super tentant, mais toujours pareil, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Et les gens sont pas cons, ils se méfient et ils font un minimum de recherche. Donc, si je viens vous voir en vous disant, euh, en première phrase que je vous sollicite, je vous dis, je fais de la sous-location professionnelle, c'est légal, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, c'est légal, et puis je vais m'occuper de tout, vous n'aurez pas de problème, faites-moi confiance. Est-ce que ça vous donne confiance quand je vous dis ça? Je pense pas, parce que ça éveille tout de suite la méfiance. Moi, j'appelle ça le syndrome République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'un pays qui met le mot démocratique dans son nom, c'est quand même un peu bizarre. C'est qu'il a peut-être quelque chose à se reprocher et qu'il n'est pas si démocratique que ça. Est-ce que dans République française, est-ce que dans Belgique, est-ce que dans États-Unis, ça s'appelle République française démocratique, États-Unis démocratique, etc. Pareil, il y a un groupe immobilier qui s'appelle le groupe Confiance. Euh, ben, Moi, d'emblée, je me dis, s'ils se sont appelés le groupe Confiance, c'est qu'il y a peut-être un loup derrière. Et bon, pour avoir travaillé un peu avec eux, c'est un peu le cas. Et donc, du coup, la démarche à adopter, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. On a beaucoup travaillé dessus. Vous aurez les éléments vraiment précis et détaillés sous forme de formation dans la stratégie Ninkasi. Mais sur le principe, c'est aborder les gens d'une manière très, très, très simple. Vous repérez des gens qui arrivent difficilement à louer leur bien immobilier, ou vous démarchez comme ça avec des emails qui sont déjà calibrés comme vous pouvez faire avec vos locataires sur Airbnb, Booking, etc. Mais avec une démarche beaucoup plus transparente, beaucoup plus simple. Voilà, je fais de la sous-location sur Airbnb. Je vous explique comment ça fonctionne. L'avantage pour vous, c'est que on passe un contrat, vous avez un revenu qui est garanti, vous ne posez pas de questions. Dans le contrat, je m'engage à vous rendre l'appartement en très bon état. Donc, vous y gagnez en termes de confort et de tranquillité d'esprit. Moi, je dégage une rentabilité par rapport à ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, les gens, ils sont intéressés, ils ne sont pas intéressés. Vous rentrez dans les réseaux des agences immobilières ou pas, après à vous de voir à quelle échelle vous voulez développer votre système, mais du coup, c'est beaucoup plus sain. Et au lieu de passer pour un spammer, et donc votre email, il va passer directement à la poubelle, vous incitez les gens à vous rappeler, et du coup, il y a un dialogue qui se crée, et du fait qu'il y a un dialogue qui se crée, il y a une relation humaine qui se crée, et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Vous n'avez pas besoin d'avoir 300 propriétaires, d'envoyer un mail à 300 propriétaires pour avoir un appartement à sous-louer. L'idée, c'est de cibler les personnes qui vont être les plus à même, qui ont le meilleur profil pour vous confier un bien en sous-location. Vous en démarchez voilà, 10, 20, 30, à vous de voir à quelle vitesse vous progressez
dans votre système. Et c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus sain, et vous n'avez pas l'impression de travailler dans le vent. Les gens ont l'impression d'échanger avec quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui est sérieux, avec qui ils peuvent avoir un échange qui sera réactif en cas de problème, et ça change tout fondamentalement. Et donc on passe d'une logique de balancer des mails comme ça, type sans valeur ajoutée, qui ressemblent à des spams, en fait vraiment qui sont des spams, à une logique beaucoup plus cohérente, personnelle, professionnelle. Et ça peut paraître bête expliqué comme ça, mais dans la pratique, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. La preuve, ce que je peux voir par ailleurs, ça me fait un peu me taper la tête contre le mur. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est pour ça que ça marche pas pour certains, et c'est pour ça que ça marche pour d'autres. C'est toute la différence. Quand vous louez votre appartement ou votre maison sur Airbnb, bah oui, on peut se dire, il n'y a pas de problème. Voilà, vous prenez 3-4 photos de votre appart, vous les mettez en ligne sur Airbnb, vous mettez un titre, une scène descriptive, vous appuyez sur publier et hop là, vous allez louer. Vous êtes rendu compte qu'il y a quand même quelques subtilités, que c'est pas si simple que ça, qu'il y a un titre à travailler pour qu'il soit attractif. Il y a toute une stratégie derrière. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de propriétaires veulent pas rentabiliser leurs biens par la location courte durée. Il y a l'aspect, on va dire, chronophage, et puis il y a aussi l'aspect système à mettre en place et maîtrise à avoir. C'est pas si facile qu'il paraît. Sur le principe, on peut vous dire, vous prenez votre appart, vous le mettez sur Airbnb, il va être loué. Dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Sur le principe, on peut vous dire, vous toquez à la porte de propriétaires, vous leur dites que je suis trop beau, je suis trop fort, je vais sous-louer pour vous et vous avez rien à vous poser comme question. Oui, sur le principe, au final, ça va être ça, mais c'est quand même un peu plus subtil, un peu plus compliqué que ça à mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà pourquoi ça marche pour les uns et pourquoi ça ne marche pas pour les autres. Après, j'avais une autre question sur les assurances et sur les fourchettes de prix. Alors, les assurances, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. L'assurance à prendre, c'est le même type d'assurance que vous prendriez par ailleurs. Rien de bien compliqué. Après, vous pouvez aussi, au-delà d'un certain parc immobilier, choisir de vous auto-assurer. Alors, j'ai pas mal de questions là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que l'auto-assurance. Alors, en fait, le principe, encore une fois, il est très très simple. C'est quand vous commencez à posséder un certain nombre de biens immobiliers, c'est difficile de vous dire combien, comme ça, un chiffre à la louche, parce que tout dépend de la rentabilité que vous avez avec. Mais en général, on considère qu'à partir de 7 biens immobiliers, vous êtes pas trop mal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous générez tellement de cash flow que vous pouvez vous permettre d'avoir des dégradations dans votre logement et de les payer rubis sur l'onglet. Et donc, du coup, prendre une assurance de base pour les gros dégâts, propriétaires non occupants, etc., ça, c'est indispensable si vous avez vraiment un gros dégât, un incendie, etc. Mais après, tout ce qui est autre assurance, du coup, vu que vous générez pas mal de revenus, vous utilisez ces revenus en partie pour payer les quelques dégâts que vous pouvez avoir de temps en temps. Ça vous coûte moins cher que d'avoir une accumulation d'assurance, et c'est ça, s'auto-assurer. Voilà. Après, question qui revient souvent aussi, c'est quelle est la fourchette de prix? Comment choisir mon bien immobilier? Donc évidemment, dans la stratégie Ninkasi, il y a toute une partie consacrée dans le détail à tout ça. Mais c'est pour ça que dans l'offre, j'ai inclus l'utilisation en illimité du simulateur de rentabilité. Donc l'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire une étude de marché poussée à chaque fois que vous repérez un bien immobilier. Donc vous avez contacté un propriétaire qui est prêt à vous sous-louer le bien. Alors vous avez probablement une bonne connaissance du marché où vous êtes, mais voilà, d'une rue à l'autre, ça peut changer. Il peut y avoir quelques difficultés, ça peut changer du tout au tout. Si je prends l'exemple par exemple, sur Marseille, qui est un exemple un peu caricatural là-dessus. Marseille, quand vous êtes dans une rue, vous avez des biens immobiliers qui se vendent 2 fois plus cher que dans la rue juste à côté, parce que l'ambiance change directement. Et c'est un peu valable un peu dans toutes les villes, donc vous avez intérêt à avoir une connaissance fine. Et, même si vous pouvez résilier les contrats plus ou moins à courte échéance, c'est quand même pas agréable de se planter. Et le jeu, c'est de gagner le plus d'argent possible et de faire aucune erreur. Et donc, du coup, le simulateur de rentabilité, il fonctionne comment? Vous donnez l'emplacement du bien,
le nombre de personnes à qui vous allez louer en fonction du projet que vous mettez en place. Vous donnez le nombre de salles de bain, les atouts, les inconvénients du bien. Et avec ça, en fonction des données du big data, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les données réelles qui ont été obtenues sur les grandes plateformes de réservation, Airbnb, Booking, Abritel, les plateformes spécialisées, Grand Gîte, etc., en fonction du type de bien précis qu'il y a. Derrière, on est capable de mouliner ces données et de vous donner le tarif moyen de location que vous allez obtenir avec votre bien. Donc, vous savez quel est le tarif à l'année moyen que vous allez obtenir. Vous savez quel est le revenu à l'année moyen que vous allez obtenir, donc, du coup, en tenant compte des périodes hautes et des périodes basses. Et du coup, ça vous permet de savoir où vous situez. Alors, c'est une moyenne. Ça veut dire que vous pouvez faire moins bien si vous n'êtes pas bon. Vous pouvez faire beaucoup mieux si vous êtes très bon. Donc, globalement, si vous suivez Eldorado Immobilier, c'est que vous vous formez soit à travers les articles gratuits que je publie sur le site, soit à travers les formations pour aller plus loin. Et du coup, ça veut dire que vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, les données que le simulateur va vous renvoyer, c'est des données, normalement, où vous ne pouvez pas aller en dessous. Si vous êtes sérieux, vous n'irez pas en dessous, vous pouvez aller qu'au-dessus. Et du coup, ça vous donne la réalité des choses. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir un contact un peu poussé avec un propriétaire, vous récupérez les données sur le bien, ce sont des données très faciles à obtenir. Le simulateur tourne pour vous et vous savez à quoi vous attendre, ce que ça va vous donner, et vous n'allez pas du tout dans l'inconnu. Parce que le problème du marché immobilier, c'est qu'on va très vite dans la confiance, dans l'inconnu en général. C'est-à-dire que vous investissez dans un premier bien immobilier, vous gérez un premier bien immobilier, vous êtes super sérieux, vous êtes attentif à tout, vous en faites un deuxième, un troisième, et puis après, vous dites, ouais, ça a marché jusqu'à maintenant, on prend moins de risques. Et quand on commence à prendre moins de risques, c'est là où on fait des conneries par excès de confiance. Si on prend, pour vous prendre une parabole en politique, qu'est-ce qui se passe? Premier mandat d'un maire ou de n'importe quel mandat politique, premier mandat, très sérieux, très à cheval sur les règles, tout se passe bien, super, les gens sont contents, vous êtes réélu. Deuxième mandat, c'est un peu plus mitigé parce que vous êtes un peu assis sur vos lauriers, vous faites moins gaffe, vous avez moins la niaque, mais bon, les gens, ils ont l'habitude de vous voir, ok, c'est moins sympa, mais vous êtes réélu pour un troisième mandat. Puis troisième mandat, vu que vous avez été réélu 2 fois, vous vous dites, de toute façon, aucun problème, les gens, il n'y a pas de problème, ils sont à fond avec moi, je fais ce que je veux, et donc du coup, vous faites un peu n'importe quoi, et là, c'est le drame, vous prenez une grosse gamelle. C'est ce qui se passe aussi pour les entreprises. En général, il y a un fondateur, on appelle l'aide le royal. L'aide le royal, il crée l'entreprise, il a une vision, il connaît les clients, il connaît le marché, il sait ce que ça coûte de créer un produit, il a mis les mains à la pâte. Derrière, il y a son enfant, son fils qui prend la suite. Donc lui, il est un peu plus détaché. Il a toujours été habitué à vivre un peu dans le luxe, dans la facilité. Il n'a pas créé à la sueur de son front la société. Il ne sait pas ce que c'est que de démarrer de zéro pour arriver à un certain point. Et donc du coup, il va développer la société, mais pas avec la même envergure. Donc ça va être le faucon. Hein. On est passé de l'aigle royal au faucon. Et puis après, il transmet la société à la troisième génération. Et la troisième génération, eux, tout a toujours roulé. Ils n'ont pas créé de produit. Tout est tombé tout cuit dans leur gosier depuis qu'ils sont tout petits. Et eux, c'est les vrais cons. Hein. On passe des faux cons aux vrais cons et ils coulent la boîte. Et donc, c'est un peu ça qui nous guette tous quand on commence à avoir du succès et à accumuler les biens immobiliers, soit à posséder, soit à gérer. On s'endort sur nos lauriers, on considère que les choses sont acquises, alors qu'en fait, on devrait se remettre en cause à chaque fois. Et c'est aussi l'intérêt du simulateur de rentabilité, c'est que à chaque fois, vous n'avez pas besoin de vous faire violence à vous-même pour vous remettre en cause. Il vous suffit de donner les infos et vous avez le retour par rapport à la rentabilité attendue. Et vous savez si vous allez vous planter ou pas. Ça vous évite de vous bercer d'illusions et de vous planter parce que vous avez un excès de confiance ou un excès
de ne pas faire gaffe aux choses et d'être moins pointilleux sur les choses. Donc voilà. Après, j'avais une autre question sur comment se faire connaître des agences immobilières pour cette activité. Bah, en fait, je vais, je vais pas répondre à la question parce que quel est l'intérêt de se faire connaître des agences immobilières par rapport à une activité de sous-location professionnelle sur Airbnb, enfin, je dis sur Airbnb parce que c'est le terme générique. Bah, quel est l'intérêt? Il n'y en a pas finalement. Vous allez contacter les propriétaires en direct. Il y a des stratégies efficaces pour repérer les bons propriétaires pour ne pas perdre votre temps et après pour les contacter de manière fluide et attirer leur attention de manière saine et efficace. Donc pourquoi est-ce que vous passeriez par une agence? Est-ce que l'idée, c'est de contacter une conciergerie Airbnb pour leur dire est-ce que vous voudriez que je sous-loue un des biens que vous gérez? Donc ça veut dire que vous allez encore perdre de la rentabilité par rapport à ça. Non, en fait, les choses directement, contactez les gens directement, n'ayez pas peur, hein, les gens ils vont pas vous manger. Au pire, il y en a qui vont vous envoyer bouler, enfin c'est même pas au pire, il y en a qui vont vous envoyer bouler, bon et alors sur, sur 10 qui vont vous envoyer bouler, s'il y en a 2 qui vous répondent favorablement, vous aurez 2 biens gérés. Si vous atteignez l'objectif de 1 000 € par mois par bien géré, déjà vous n'êtes pas trop mal, vous êtes largement au-dessus du SMIC, c'est un bon début. Voilà. Ensuite, il y a une autre question, et après je pense que je pourrais vous relancer de votre côté, vous avez dû préparer aussi, sur un site internet. La question c'est, est-ce que en parallèle de mes sous-locations, je dois absolument créer un site vitrine pour faire tourner mes sous-locations? Alors, vous le savez, moi je suis un apôtre de la location en direct, donc je ne vais pas vous dire non, un site internet, c'est pas utile. Bien sûr que non. Un site internet, c'est utile, mais gardez à l'esprit que c'est utile à moyen, long terme et qu'il y a du travail derrière. À court terme, la priorité que vous devez vous fixer, il ne faut pas vous éparpiller, il ne faut pas papillonner. La priorité numéro 1, c'est de contacter des propriétaires de manière efficace pour obtenir des appartements à sous-louer, de mettre ces appartements en sous-location et de générer des revenus avec ça. Donc au début, ne vous embêtez pas à chercher à faire de la location en direct pour commencer. Vous avez autre chose à faire. La priorité, elle n'est pas là. La priorité, elle est à mettre un système en place pour que ça tourne et derrière, vous puissiez avoir un effet de levier. Derrière, en parallèle ou juste après, avoir un site internet en tant que tel, ok, ça fait une vitrine, ça fait sérieux, ça fait pro, bon, c'est ok, c'est bien d'avoir un site internet. Mais avoir un site internet pour avoir un site internet, ça ne sert pas à grand chose finalement, il ne faut pas se leurrer. Quand je vois que voilà, il y a des agences de com qui vendent des sites internet 5 000, 10 000, 15 000 euros juste pour avoir une vitrine, il n'y a pas d'intérêt derrière. Parce que comment est-ce que vous obtenez les clients en direct? Il y a trois grands, enfin il y a plein de manières, hein, mais il y a trois grands principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les locataires récurrents. Ça, c'est le top du top. C'est des gens qui sont déjà venus chez vous, qui ont parlé de vous à leurs amis autour d'eux et qui reviennent ou qui vous envoient des gens. Ça, c'est le top. Et ça, vous l'obtenez avec le temps parce que vous avez instauré une relation de confiance. Deuxième grand moyen d'obtenir des réservations en direct, c'est de faire de la pub payante sur les réseaux sociaux, sur Google, voilà, principalement YouTube. Et ça, ok, ça c'est utile d'avoir un site internet parce que ça vous fait une page sur laquelle les gens vont arriver. Vous faites de la pub, les gens vont arriver sur la page de vos locations, ils réservent sur votre page. Donc ça, c'est un site internet avec une page d'accueil, une page par appart, un formulaire de réservation. Bon, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même ou qu'on peut faire pour vous, mais ça ne doit pas coûter 5 000 €, ça c'est sûr. Mais après, ce qui est vraiment intéressant avec un site internet, et si vous envisagez une stratégie avec les sites internet, il faut penser à ça, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire que quand ça va vous coûter 1 € pour faire de la pub, pour avoir un clic, pour avoir quelqu'un qui va sur votre site, si vous écrivez des articles pertinents avec les bons mots-clés pour être bien référencé sur Internet avec ces mots-clés-là, au lieu de devoir payer 1 € pour avoir un clic à chaque fois,
bah, vous avez payé en temps pour créer un article qui est super, qui est au-dessus de la concurrence, et votre article va bien se positionner. Et une fois qu'il est bien positionné, bah, le clic, il ne vous coûte pas 1 euro, il vous coûte 0. Donc là, vous faites des économies d'échelle qui sont monstrueuses, et bah, il y a beaucoup de propriétaires qui arrivent à louer complètement euh, avec ces stratégies de référencement naturel. Ça marche très très bien, mais c'est une stratégie qui est à moyen terme, qui n'a pas des résultats immédiats. Donc je dirais immédiatement, l'objectif, c'est de mettre en place le système et de générer des revenus. Donc l'objectif, c'est de sous-louer, donc trouver les propriétaires, passer le bail avec eux, mettre vos différents apparts en location. Ça, c'est important. Et après, dans un second temps, le site internet, ok. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas le site internet qui va révolutionner les choses immédiatement. Voilà, c'est dans un second temps seulement. Donc, c'est pour ça que j'en parle dans la stratégie Ninkasi. Bien évidemment, il y a toute une partie là-dessus, mais ce n'est pas la partie avec laquelle vous devez commencer. La partie à commencer, c'est vraiment le début. Trouver les bons biens immobiliers, adapter le contrat à vous, à votre contexte juridique, voir quelle structure vous devez créer. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'entretien avec l'expert comptable qui est prévu. Mettre derrière en location. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une partie avec mon annonce en or pour avoir une annonce qui cartonne sur les sites de réservation. Ensuite, c'est comment optimiser vos revenus. Donc, il y a tout le module sur comment réduire vos dépenses, comment optimiser vos coûts, comment générer plus d'argent avec vos locations et avec vos réservations. Et enfin, c'est dans un second temps que vous dépensez au site Internet. Après, le site Internet, il sera aussi extrêmement performant quand vous commencerez à avoir plus de biens immobiliers. Là, l'idée de la sous-location professionnelle, c'est de générer des revenus à court terme. Et donc, du coup, il faut se focaliser là-dessus. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais eues. J'en ai synthétisé plusieurs, hein, vous ne m'en voudrez pas pour que ça soit peut-être plus intéressant pour tout le monde. J'ai une question parallèle de Anthony qui parle de l'imposition sur les bénéfices. Quels sont les frais pour créer une société? Frais de comptabilité, est-ce vraiment rentable? Alors, il y a plusieurs questions derrière. Donc, sur cette partie-là, quels sont les frais pour créer une société? Quels sont les frais de rentabilité? Il y a deux choses. Il y a les frais classiques, avec un comptable classique, et puis il y a les frais qui sont en train de se mettre en place. Et je peux en parler un peu en avant-première, parce que j'en discutais avec le cabinet compta.com, avec un des associés hier. Eux aussi constatent que Internet prend une ampleur gigantesque, d'autant plus avec l'épisode coronavirus. Et donc, on assiste à une baisse des prix drastique. Donc, classiquement, créer une société, le coût classique, c'est entre 1 500 et 2 000 euros. Les frais de comptabilité, classiquement, c'est 150-200 euros par mois. Aujourd'hui, on trouve des offres qui sont 10 fois, 20 fois moins chères que ça sur Internet. Il faut faire très gaffe parce que au niveau stabilité juridique, c'est quand même moyennasse. Mais un gros cabinet comme Comptin.com sont en train de lancer, quand je dis en train de lancer, apparemment le lancement est prévu pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour des petites structures, des auto-entrepreneurs, donc exactement le cas qui nous intéresse pour nous, d'avoir des prestations similaires. Donc concrètement, des frais de comptabilité autour de 22 euros par mois et la création d'une société à moins de 100 euros. Donc il y a des frais incompressibles qui sont à prendre en compte. Hein, la stratégie de sous-location professionnelle, c'est une stratégie entrepreneuriale de création de société, donc il y a ces frais à prendre en compte, c'est clair, mais c'est vrai qu'ils chutent drastiquement et les besoins que vous avez, ils sont très réduits, quoi. Hein, vous avez besoin d'un expert comptable qui vous fait votre compta parce que vous n'allez pas y passer 107 ans à faire ça. Il faut quelqu'un de pro pour bien vous amortir les biens et faire les calculs qui vont bien. Mais du coup, les coûts sont vraiment réduits. Alors, je vais rajouter une couche à votre remarque. C'est OK, frais de société, frais de comptabilité. Il y a aussi les frais de tenue de compte qu'il faut que vous ayez en tête parce que c'est un compte professionnel, c'est pas comme un compte personnel. Un compte professionnel, les entreprises les facturent plus cher. Et donc là, vous, en fonction de la banque à laquelle vous êtes,
Pour des sociétés simples comme ça, vous êtes entre 10 et 25 € par mois pour des frais de tenue de compte en fonction de ce que vous prenez dedans, est-ce que vous avez une assurance juridique, est-ce que vous avez une carte bancaire, etc. Voilà, donc vous avez ces frais-là à prendre en compte aussi. Ensuite, est-ce qu'on est plus dans le cadre du LMNP sans impôt? Ah oui, en fait, ouais, vous êtes toujours dans la comparaison. Vous êtes toujours dans la comparaison société LMNP. Donc, je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Et après, la dernière question, c'est apparemment, pour arriver à sortir de l'argent, il faut rentrer pas mal d'appartements. Bah, enfin, oui et non. C'est-à-dire que il faut savoir que quand vous allez sortir de l'argent, bah, vous passez par la case imposition sur le revenu. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas d'imposition supplémentaire parce que vous avez payé l'impôt sur la société sur les bénéfices. Mais par contre, bah, vous avez, quand vous récupérez de l'argent de la société sur vos revenus personnels, bah, c'est des revenus d'argent supplémentaire, donc vous avez une imposition sur les revenus. Donc, vous avez un calcul à faire par rapport à ça. Donc, tout dépend de votre situation. Est-ce que ça vous fait passer une tranche ou pas? Est-ce que bah, vous avez beaucoup de revenus par ailleurs ou pas? Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je vois beaucoup de collègues entrepreneurs qui, en fait, accordent une importance très forte à leurs revenus mensuels. Et c'est pareil, quand je parlais tout à l'heure que les gens se comparent en termes de surface de plancher, ils se comparent aussi en termes de revenus mensuels. Et donc, du coup, ils se versent des salaires, on va dire, on va pas être trop gourmand, on va dire, ils se versent 5 000 € par mois pour des entrepreneurs qui tiennent bien la route. Ouais, moi je me verse 5 000 €, moi je me verse 4 000, moi je me verse 10 000. Mais ouais, mais c'est pour faire quoi derrière? En fait, après, cet argent, ils le placent parce qu'ils ne le dépensent pas. Et donc, du coup, là, ils multiplient l'imposition. La stratégie vraiment efficace, alors ok, hein, ça fait pas coq de basse-cour, mais la stratégie vraiment efficace, c'est de vous verser des revenus que quand vous avez besoin de les dépenser. Sinon, vous les laissez dans la société, basta, quoi. Si vous avez besoin de 500 €, bah, vous versez 500 €. Et du coup, vous pouvez échapper complètement à l'imposition ou payer une imposition minime sur le revenu. Si vous avez besoin de 10 000 € pour un projet, vous versez 10 000 €. Et vous ne versez pas 10 000 € si vous n'en avez pas besoin et que c'est pour placer à côté, juste pour dire à vos collègues, ah ouais, je me suis versé 10 000 €. À ce moment-là, si vous voulez parader un peu, affichez ce que vous avez dans votre entreprise et la valorisation de votre entreprise, la croissance que vous avez, mais faites pas l'erreur de vous verser des dividendes ou un salaire alors que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, donc j'espère que ça répond à vos questions. Ben, n'hésitez pas du coup à allumer les micros. Hein. Donc normalement, je pense que c'est l'icône qui est en bas à gauche pour pouvoir activer le micro que vous avez. Donc j'imagine que je n'ai pas répondu à tout. La première question, c'est toujours la plus dure. Donc ben, dites-moi si vous avez quoi que ce soit à poser. Je suis là pour ça. Allez-y. Non, personne? Ou alors c'est moi qui c'est moi qui ai un bug, je ne sais pas. Bonjour Pierre. Ah, ça y est. Alors Galaxy Tab S2. Est-ce que vous avez un prénom? Sabine. Ah ouais, Sabine, bah, c'est vachement mieux. Dites-moi. On est bien d'accord que les revenus BIC générés par la société ne se cumulent pas avec les revenus BIC LMNP quand on compare les revenus du loueur meublé avec ses revenus professionnels. En fait, voilà, c'est des logiques différentes. C'est on va dire des bulles fiscales. Je sais pas oui, si je pense que c'est le bon terme, des bulles fiscales différentes. Vous avez d'un côté les revenus que vous générez vous, donc bah, vos revenus LMNP, vos revenus locatifs en nu, enfin fonciers en nu, vos revenus salariés, d'autres revenus, etc. Et vous avez les revenus de votre société. Et votre société, c'est pas vous. Votre société, c'est une entité juridique particulière, distincte de vous. Vous avez la main sur la société, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est pas vous. La société, c'est pas vous. C'est effectivement des calculs d'imposition différents et séparés qui ne se cumulent pas. Très clair, merci. Ah, il y a Bernard qui veut poser une question. Je vous vois parler, Bernard, mais vous avez coupé votre micro. Attendez, je vous l'active. Allez-y. Non? Non.
Bon, je n'ai pas de questions personnellement. Je suis vraiment débutant, donc j'écoute beaucoup. Ok, parfait, parfait. Mais, euh, mais c'est pas parce qu'on est débutant que faut enregistrer. Il faut pas prendre des choses pour argent comptant. Faut croiser les infos pour en tirer le meilleur pour vous. Il n'y a pas il y a pas de questions bêtes, donc faut pas hésiter, hein. Voilà, moi, Christian, je suis un peu comme Bernard, c'est-à-dire que j'ai un gîte qui marche bien, mais là, j'étais venu pour mon fils qui cherche une activité. Et c'est vrai que j'ai pensé que ce serait un bon départ que de faire de la sous-location. Donc là, il ne pouvait pas être présent ce matin, mais je vais lui communiquer les quelques infos que j'ai pu glaner pour un débutant, justement. Ok, bah ouais, faut lui faire le compte rendu. C'est sûr que, en fait, ça a tous les avantages de la location saisonnière, parce que c'est de la location saisonnière, donc vous pouvez automatiser les choses, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir mener plusieurs projets de front. Donc, si votre fils, il ne sait pas quoi faire, entre guillemets, exactement, bah, il peut se lancer pour générer une activité avec la sous-location Airbnb. Ça n'empêche pas d'avoir des projets à côté, pas forcément rentables de suite. Donc, du coup, il génère ses revenus avec ce système-là, et après, bah, il teste d'autres activités à côté. Voilà, moi, je suis un peu, j'ai l'esprit qui fuse un peu de partout, donc j'ai toujours 100 projets à la minute, et donc du coup, c'est vrai que c'est super bien comme système parce que ça permet d'avoir des revenus de fonds qui sont assurés, et derrière, vous pouvez vous lancer sur d'autres projets. Ça marche, bah, tant mieux, ça peut prendre le relais ou pas, ou ça marche pas, bah, tant pis, c'est pas un drame non plus, quoi. C'est comme ça qu'il y a des bonnes idées qui émergent, parce que bah, quand vous êtes pendu financièrement, que vous n'êtes pas à l'aise financièrement, bah, vous vous restreignez, et peut-être que bah, le projet de votre vie, vous allez passer à côté bah, parce que vous avez la marmite à faire tourner et que vous n'avez pas pu dégager suffisamment de temps pour l'en occuper. Il y a Marie qui pose une question. Comment fait-on pour trouver les coordonnées des propriétaires intéressés par la sous-location? Alors, bah, il y a plusieurs techniques différentes, hein, qu'on passe en revue dans le détail dans la stratégie Ninkasi. Si, je sais pas, on va en prendre une parmi les plus simples pour vous expliquer le principe. Euh, ben, voilà, vous pouvez aussi simplement aller sur le bon coin, utiliser ou pas un outil comme Castorus pour voir l'évolution des annonces, mais c'est pas indispensable non plus. Et vous allez rapidement, en mettant en place des alertes, détecter quels sont les biens qui se louent très facilement. Et donc, l'annonce disparaît quand on peut parler. Après, dans une ville aussi, les biens reviennent régulièrement au fur et à mesure du temps. Donc, vous allez détecter celles qui se louent facilement, celles qui ont des baisses de prix, celle qui, visiblement, le propriétaire est un peu pressé de louer, il a eu une mauvaise expérience. Ça se sent dans les annonces, dans la façon dont les gens rédigent leurs annonces, et puis tout simplement aussi dans la durée avec laquelle l'annonce a été publiée. Et du coup, bah, une des stratégies, ça va être de contacter ces propriétaires-là en leur disant bah, voilà, est-ce que vous seriez intéressé par ce système-là? Je n'allais pas lui dire bah, je constate que vous êtes mauvais, vous n'arrivez pas à louer, votre bien est tout pourri, vous ne savez pas faire. Mais vous abordez les choses de manière positive en lui disant bah, je me propose de vous aider, voilà comment je fonctionne, je fais de la sous-location, je peux vous mettre en place ce système pour vous, vous avez vos revenus qui sont garantis à côté, est-ce que le système peut vous convenir? Et là, Ouais, pardon. juste une question là-dessus, parce que tu parles beaucoup de choisir le propriétaire, mais il faut choisir le bien aussi quand même. C'est important, le bien qu'on va mettre en location, non? Oui, oui, tu as complètement raison. C'est-à-dire que la question portait sur le propriétaire, mais effectivement, Moi, j'aurais d'abord choisi le bien, en fait, et après, j'aurais négocié avec le propriétaire. Je sais pas, j'aurais fait dans ce sens-là, mais je ne sais pas. Ah non, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que on surveille, là dans ce que j'expliquais avec la stratégie sur le bon coin, on surveille en fait le bien immobilier en particulier, et quand on en repère un, c'est à ce moment-là qu'on prend le relais avec le propriétaire. L'idée, c'est pas on va pas cibler des gens, on cible des biens immobiliers. Donc après, ben, on affine la démarche en ciblant des quartiers. Alors, évidemment, si vous voyez un bien qui n'arrive pas à se louer dans un quartier où c'est la guérilla urbaine, bon, c'est pas étonnant que le bien n'arrive pas à se louer, vous n'avez pas envie de le louer vous à votre tour. Donc vous ciblez aussi les quartiers qui sont intéressants. C'est aussi pour ça que le simulateur de rentabilité est utile. Ça vous permet de définir
des zones de chasse, on va dire. Et dans ces secteurs-là, derrière, vous ciblez les biens et effectivement, dans un deuxième temps, par ricochet, vous prenez contact avec les propriétaires. Après, la stratégie d'avoir un site internet, c'est intéressant aussi à terme parce que la sous-location, c'est quelque chose qui se développe, qui commence à être connu. Ça va faire comme Airbnb à l'époque, ça va devenir quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Et donc, le fait de créer votre site internet, il y a aussi des gens qui vont venir vers vous. C'est un peu pareil que voilà, moi, sur mes biens immobiliers, il y en a certains que je loue en courte durée, il y en a certains que je loue à l'année. Et c'est pas rare que pour les biens que je loue à l'année, quand je les remets en location, il y ait des gens qui me contactent en disant est-ce que vous voudriez me le louer pour 15 jours, pour un mois, pour 2 mois? Et donc, du coup, spontanément, il y a des gens qui vont venir vers moi pour faire de la location courte durée, alors que je propose des biens en longue durée. Donc là, c'est la même chose, mais c'est inversé. De la même manière, vous pouvez aussi publier des annonces en disant je fais de la sous-location, je vous garantis les revenus, est-ce que vous êtes intéressé? Il y a des propriétaires qui vont contacter directement avec ça. Ensuite, il y a Christian. J'ai des questions en direct. Christian, quelle est la tranche surface nombre de personnes d'appartements le plus recherchée pour la location courte durée? Je parle d'une grande ville comme Bordeaux. En fait, moi, je vais retourner la question. C'est-à-dire que ça va se recouper, mais dans l'absolu, on s'en fiche un peu de quel est le type d'appartement qui va être le plus recherché. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va être le plus rentable. Et qui dit rentable dit à la fois rentabilité d'un point de vue chiffre, mais aussi, forcément, pour qu'il y ait du chiffre derrière, il faut que ce soit recherché et donc que ça soit rempli. Donc, les deux questions se recoupent et la réponse à ça, elle est assez invariable. Plus la surface est petite, quand je dis petite, dans la limite de la légalité du raisonnable, évidemment, mais plus c'est petit, plus c'est rentable. Donc, un studio, un T2, éventuellement un T3, ça va toujours être plus rentable qu'un grand appartement. Voilà. Quelle que soit la ville, que ce soit grande ville ou campagne. Et après, quand on a un grand appartement, quand on veut rechercher de la rentabilité, qu'est-ce qu'on fait? On le divise, on le loue à la chambre ou on crée plusieurs appartements à l'intérieur. Donc, globalement, la rentabilité, plus l'appartement est petit, plus la rentabilité est au rendez-vous. Voilà. Donc, Anthony qui dit « Je n'ai pas besoin de sous-location pour continuer à acheter en essayant d'être toujours plus rentable et sécurisé avec les banques. Vous m'avez considérablement aidé. Créer une société de sous-location ne m'apportera rien. » Effectivement, c'est vraiment la logique qui vous est propre. C'est-à-dire que si vous avez une forte capacité d'emprunt, si vous n'avez pas de problème pour continuer à acheter des biens immobiliers, si vous avez cet intérêt qui vous permet de jauger des travaux qu'il y a à faire dans un bien pour le valoriser, de le revendre plus cher, et que vous ne faites pas avoir, vous y connaissez un tout petit peu en immobilier, vous ne faites pas avoir par un bien qui soit dégradé, et si vous réunissez tout ça, vous pouvez créer une société de sous-location. Après, si votre truc c'est de sous-louer, il n'y a pas de problème. Mais sur le principe, moi je préfère dans cette situation continuer à investir parce que quand on possède des biens en nom propre, on peut les transmettre, on peut les revendre avec une plus-value, on amortit le bien et évidemment on gagne sur deux tableaux. Pour moi, d'un point de vue purement, on va dire, mathématique, froid et calculateur, la sous-location est intéressante dans deux situations. Si vous voulez vous lancer, mais que vous avez du mal à obtenir des emprunts, et à l'inverse, à l'autre bout de la chaîne, si vous voulez démultiplier les biens en en ayant vraiment beaucoup, et que forcément à ce moment-là, vous arrivez à vos limites de capacité d'emprunt, là, la sous-location prend le relais et vous permet de démultiplier tout ça. Il y a très peu de gens quand même qui ont la capacité de posséder en nom propre 100, 200, 500 appartements. Si vous pouvez le faire, tant mieux, parfait. Mais la plupart ce qu'on appelle les méga hôtes sur Airbnb, ces gens qui possèdent des centaines d'apparts, c'est par système de sous-location professionnelle et ce n'est pas forcément en les achetant eux-mêmes. Après, vous pouvez aussi mixer les deux. Tout est envisageable et ce n'est pas incompatible non plus. C'est-à-dire que vous pouvez vous lancer, vous prendre le relais avec la sous-location professionnelle, avec les revenus générés, vous n'avez pas forcément besoin de vous verser en salaire, on en a parlé tout à l'heure des inconvénients que ça avait, vous le réinvestissez pour acheter des apparts, du coup vous avez d'un côté votre pool d'appartements sous-loués, d'un autre côté votre pool d'appartements que vous possédez en nom propre, et vous augmentez petit à petit
la part d'appartements que vous avez en nom propre, de biens immobiliers que vous avez en nom propre, et vous pouvez finir par avoir tous les biens gérés en nom propre, et, enfin, que vous possédez vous-même, je veux dire. Et évidemment, c'est la meilleure stratégie à terme, quoi. Voilà, c'est des stratégies différentes. C'est à vous de voir quelle est la plus adaptée pour vous. Voilà, je ne suis pas là pour dire la sous-location, c'est la meilleure stratégie du monde. Non, la sous-location, c'est la meilleure stratégie du monde si vous êtes dans une situation qui correspond à ça. Sinon, il vaut mieux acheter en nom propre ou acheter en société. C'est les 3 grandes stratégies qui correspondent aux 3 grands profils d'investisseurs et de gestionnaires immobiliers. Ouais, Anthony, c'était un message privé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger avec tout le monde sur ça. Il n'y a pas de. Moi, ça m'agace toujours les discours qui disent il faut faire de la SCI pour investir, il faut prendre une holding. Non, c'est chacun à sa situation, et en fonction de la situation de chacun, il faut choisir le meilleur système pour soi. C'est pas moi qui vais vous dire vous devez tous utiliser ce système de sous-location. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est la sous-location peut être un super système pour vous si vous êtes dans les bonnes conditions pour le faire. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, le temps passe vite, on a déjà pas mal discuté. Donc, j'espère que ça a été clair. Je vous laisse la possibilité d'intervenir encore hein, si vous le souhaitez. Sinon, après, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, ce webinaire est enregistré. Je dis normalement parce que la technique, ça reste la technique. Donc, je le mettrai en ligne. Donc, du coup, ça vous permet de gamberger et de poser d'autres questions. N'hésitez surtout pas à m'interpeller par email ou dans les commentaires des articles pour que je puisse vous orienter, vous répondre. Je vous invite à découvrir le détail complet de la stratégie Ninkasi. Je vous mettrai le lien en dessous avec le replay. Et puis, je vous dis à très très vite et au plaisir d'échanger. Très bonne journée. Merci. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Merci Pierre, beaucoup. Au revoir tout le monde. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci.